Défi 30 jours, 30 livres, on est au 26. Et vous savez quoi? Par rapport à cette attente de se dire je farfouille, je prends tout ça, comment. Plusieurs fois j'ai employé l'expression robinet d'eau tiède. Un personnage qui est là, qui fait ci, qui fait ça. Puis c'est la petite société. Et puis il y en a plein, les tables de libraires. Oh, ça fait des belles choses sur l'intérieur. Tout ça, mais enfin merde quoi. La littérature, elle a bougé un peu et ça manque de. Ça manque de tremblement. Alors, j'ai pas mal souvent parlé des jeunes auteurs québécois. Est-ce que c'est parce qu'ils sont loin, ces histoires de langue? Non, non, non. Je crois que c'est simplement... ils sont, la ville est la ville d'Amérique. L'histoire est jeune. C'est l'histoire d'Amérique. On n'a pas besoin de monter par-dessus les étages des bibliothèques pour se balancer. Et puis peut-être quelque chose de plus près entre les deux langues. Mais moi, j'aime pas les généralisations. Simplement... je sais que je suis hyper attentif à ce qui se passe là-bas, et il y en a des traces, ça vaut pour la littérature mainstream, parce que là c'est une maison qui s'appelle Alto, aussi bien que pour... là-bas ils en sont fiers, ah, Première Nation, autochtone, etc. Tout. Puis moi c'est pareil, Naomi Fontaine, Natacha Canopé-Fontaine par exemple, pour prendre deux jeunes chez Mémoire de l'Encrier, ça secoue, et ça secoue parce que ça dérègle nos modèles de monde. Alors aujourd'hui, moi il me fallait un petit shoot de malsain. Ce que je vais vous lire, c'est pas propre, hein. Et c'est un livre qui marche avec ce qu'il y en a 10, est-ce qu'il y en a 12? Non, il n'y a même pas de table des chapitres. Vous voyez, le livre est magnifique en impression. Et il y a des pages noires. Et les pages noires servent entre les différentes sections, les différentes rubriques de récits, par une espèce de petit apologue, comme ça, extrêmement onirique, il y en a de temps en temps. Et c'est ça, en fait, c'est la table des matières. C'est pas le titre des chapitres, le titre des histoires. Alors, est-ce que c'est des histoires séparées? Est-ce qu'on est dans un recueil de nouvelles? Non, parce qu'il y a un lieu unique. Apparemment, on est dans... Nous, on dit zoo, le mot zoo est employé, mais c'est des réserves naturelles. Ces réserves naturelles, c'est des champs d'expérimentation biologique. Figure qu'on va retrouver. Alors, est-ce que c'est la même d'une histoire à l'autre? J'en sais rien. Apparemment, c'est la même. Mais est-ce qu'il y a d'autres unités? Je ne sais pas. Sinon, celle de ces fantasmes, tout ça, c'est quelqu'un qui manipule dans l'intérieur de ces labos. Alors, évidemment, l'amplification... ça peut être par exemple parce qu'il y a tempête du neige à l'extérieur dans celle que je vais lire, et puis qu'il y a une panne d'électricité, et puis que cette violence-là, ouais, mais si vous avez passé un peu de temps, un petit bout d'hiver à Québec, ça n'a rien d'extraordinaire. Là. Si vous êtes allé vous balader dans l'espèce de grande réserve là, vers le lac Saint-Jean, c'est pas... mais c'est pas essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est que dans chacune de ces nouvelles, mais là, c'est ce que je pensais dire après la lecture, pas avant. Et c'est là où ce que je dis, c'est malsain. Bien, tout d'un coup, il se passe quelque chose. C'est que on est tous à gamberger là-dessus. On est tous dans des schémas d'extinction. On en a parlé avec Mathieu Dupérex et puis le delta du Rhône et du Mississippi. À un moment donné... on est obligé aujourd'hui de penser autrement notre relation au monde. Si on la pense autrement, ça veut dire que nous, on devient acteur de cette histoire. On est posé comme acteur de la transformation de la planète mise au service de cette espèce particulière qui s'appelle l'humanité, puis qui semble trouver un plaisir immense à s'auto-détruire. Mais si on veut penser ça, on est obligé de penser l'humain et le non-humain du même coup. Ça veut dire que pour nous penser, nous, dans notre relation au langage, dans notre relation au récit, à l'histoire, il faut faire le saut de quitter, se dépouiller. Et c'est ça qui me manque dans cette petite littérature française, pour passer à un endroit où humain et non-humain s'équivalent. Alors évidemment, il y a de plus en plus ça. Je parlais de Gilles Clément l'autre jour. On est tous dans ce schéma qui nous agit de l'intérieur, qu'on le veuille ou non.
Ben, simplement, il y en a qui, délibérément, volontairement, s'engagent là-dedans, non pas comme chose fantastique. Bon, je vais parler l'autre jour des furtifs de Damasio, qui est complètement dans cette intersection là aussi, mais tout simplement là, dans la lecture immédiate du réel, et ce que convoque le rêve de travailler sur le vivant et le changement du vivant. Il y a cette photo-là. Elle s'appelle Christiane Vadnais. Je l'ai connue il y a 10 ans. Elle n'est pas spécialement mutante, même si dans certaines histoires, là, il y a des moments où il pousse des plumes sur la peau. C'est toujours bizarre pour moi d'avoir affaire à découvrir sur la longueur, c'est-à-dire quelqu'un avec qui j'ai travaillé de près. Attention, pas en écriture. On co-organisait mes ateliers. C'est différent. En tout cas, dans mon année Québec 2009-2010, Christiane Vadnais a été une personne importante. Et puis, mais c'est pareil, puis je ne vais pas mettre des noms, ça ne sert à rien, mais il faut du temps pour arriver à l'écriture. Mais dans ce passage, dans cette émergence, dans ce saut brutal dans l'écriture, bah, elle est toujours aussi souriante, aussi civilisée. Simplement, le livre, lui, il n'est pas civilisé. Mais c'est peut-être là, justement, où nos mots y fourchent. Et si c'est pour aujourd'hui nous réapprendre à nous-mêmes le caractère relatif de notre être civilisé, il fallait ce bond par le rêve dans l'équivalence de l'humain et du non-humain. C'est peut-être là où le Québec a quelque chose à voir, parce que, bon, eux, ces questions Première Nation, tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est une société métisse, totalement métisse. Ça veut dire que cette espèce d'embrigadement catholique qui a régi la possession de la terre, qui a régi, qui est devenu évidemment même crime social, bien, en même temps, il n'est jamais venu à bout de quoi? D'une civilisation animiste qui était beaucoup plus que les récents arrivés européens à échelle de cette sauvagerie, non, à échelle simplement de la vastitude de ce continent et du caractère tellement abrupt des éléments. J'ai beaucoup trop parlé. Mais est-ce que ça veut dire que ça se répète? Non, ça veut dire qu'on avance petit à petit sur un chemin où le rêve, l'hybridation, l'humain et le non-humain, extérieur, intérieur, des ours aux bactéries. Et c'est cette équivalence qu'on va chaque fois aller piocher plus loin, plus loin, plus loin, qui fait de ce livre quelque chose de totalement, j'ai dit malsain, totalement terrorisant, puis en même temps, ben c'est ça quoi. J'aurais pu vous faire un exercice qui était sur les 12 histoires, simplement lire les 3 premières lignes de chaque. Ça ferait des ateliers d'écriture formidables. Species inquirenda, se dit-elle, observant le spécimen sur la planche. De la tête à la queue, il fait près de 60 cm. Ses prédateurs ou ses proies, plus vraisemblablement, devaient le confondre avec les roches des fonds marins, avec le gris orageux de ses écailles, l'amplitude menaçante de sa mâchoire. Il rayonne de la grâce inquiétante des espèces archaïques. Les nageoires se déploient autour de son corps, raides. Laura se pique au bout d'une arête et son doigt laisse échapper une perle de sang. Lorsqu'on lui a apporté cette prise au laboratoire, la veille, sa silhouette était plus allongée, lui semble-t-il. Elle allume le néon au-dessus du comptoir, révélant chaque détail de la créature. Elle aurait juré que la boucle n'était pas si recourbée, plutôt longue et mince comme un fil. Malheureusement, aucune photo n'a été faite pour l'authentifier. Ne restez pas trop tard, Laura, ils sont sur le point de fermer les routes. Ouais, le prénom change d'histoire à histoire, donc on a le même lieu, même imbrication, mais le personnage, c'est là aussi où on ne peut pas toucher aux catégories de récit sans en finir avec cette philosophie dominante du sujet. Non, le personnage, c'est juste, il coïncide là avec celle qui agit dans le temps de l'histoire, sauf que c'est toujours une fille. Ne restez pas trop tard, Laura, ils sont sur le point de fermer les routes. Le technicien du laboratoire incline la tête en guise de salut avant de fermer la porte derrière lui.
Pointe la baie vitrée, la neige, en flocons rapides, serrés, achève d'éteindre le crépuscule. On ne fait pas abstraction de la poétique de la langue. Il n'y a pas quelque chose qui s'approcherait des questions savantes et tout ça en perdant la qualité de la langue. Chez Damasio, c'est pareil, il y a une poétique urbaine, même si elle est intermittente ou dans cette espèce de grand flux. Allez, je parle que d'elle. Hein. Suçotant son doigt blessé, Laura se tortille sur son banc, laisse ses souliers glisser au sol, ses pieds sont enflés. Malgré sa connaissance intime de tout ce qui grouille sous la surface gelée de l'eau, elle ne trouvera pas facilement un air de famille à ses traits désaccordés. Elle enfile des gants, prend un ciseau, perce l'abdomen. « Tu vas me dire qui tu es, petit monstre ?» La chair rouge et compacte regorge d'arêtes. Laura soulève avec précaution le foie, les intestins, dépose la dentelle des tissus dans différentes boîtes de pétri. À l'aide d'une pince, elle détache une écaille au bord lisse, striée d'anneaux concentriques, pour y lire l'âge de l'individu. Les plaquettes paraissaient plus solides et plus sombres lorsqu'elle a allumé la lampe quelques minutes plus tôt. À l'aide d'un ruban, elle mesure de nouveau la taille du spécimen, 54 cm. Son front se barre d'un pli de concentration. Elle palpe, entaille, analyse. L'estomac contient la même espèce de crustacés parasites trouvés aux eaux. Elle les met de côté. Dans le laboratoire, on n'entend que le cliquetis de ses instruments, verre, métal, et le gargouillis épais de la chair qu'on fouille. Elle pèse et calcule, encore et encore, mais les chiffres se suivent, ne se ressemblent pas, un mal de tête la tenaille, sans qu'elle y porte attention, le sang stagne dans ses mollets, une énergie monte en elle comme une sève étrange, caressant d'une main distraite son ventre rond. Elle rassemble toutes les données pour essayer de les faire coïncider, encore une fois, au creux de son corps, un petit Homo sapiens sapiens s'agite. Toute la soirée, la neige abondante et folle, continue de s'amonceler en bancs si hauts qu'il frôle le bas des fenêtres. La nuit paraît inépuisable, absorbée par ses travaux. Laura ne se rend compte de rien. Il n'y a plus qu'elle et cette énigme qui prend la forme d'un amas de chair, de fluides, d'organes soyeux. Si cet échantillon s'avère le premier de son espèce attrapé par un humain, son existence éphémère et apparemment insignifiante revêtira soudainement une importance capitale. Laura en oublie les coups de l'enfant dans son abdomen. Elle pourrait voir sa peau épouser des reliefs inquiétants si elle déboutonnait son sarrau, mais toute son attention est focalisée sur le contenu du bac à dissection. Un léger vertige l'ébranle. Non, cette créature n'existe pas encore dans le grand arbre des classifications ichtyologiques. Cette bouche charnue, courte, comme une plaie mal guérie, cette dentition carnassière, c'est du jamais vu. L'anatomie fantaisiste de cet être lui échappe avec sa peau apparemment rongée par les produits chimiques et ses longues nageoires transparentes. La bête paraissait un peu plus grasse quelques minutes plus tôt, incapable de s'insinuer dans les anfractuosités du sous-sol. Laura essaye d'en prendre une photo, mais soudain, les fenêtres, les lumières tout autour se mettent à crépiter. Laura essaye d'en prendre une photo, mais soudainement, les lumières tout autour se mettent à crépiter, puis s'éteignent. Dans le laboratoire, on n'entend plus le souffle des ordinateurs, ni le gargouillement de la pompe dans l'aquarium de son collègue, ni le ronronnement des réfrigérateurs où reposent les spécimens droits et dociles comme à la morgue. Seuls les étroits rayons de la lune éclairent encore la pièce. Dans le corridor adjacent, les lumières d'urgence s'allument. Laura s'arrête, ferme les yeux. Elle croise les doigts pour que la panne soit l'affaire de quelques secondes. Autour d'elle, des dizaines de raies, de plis, de chaboisseaux, de poissons-haches, d'aiguilles noires reposent dans les armoires closes, soigneusement mesurées, analysées, photographiées, étiquetées, classées. Normalement, elle apprécie ces moments de solitude dans le laboratoire. L'odeur grisante du formol, des désinfectants. Mais ce soir, dans l'obscurité et le silence, elle perçoit ce qu'elle a voulu ignorer, les contractions qui, à intervalles réguliers, la traversent de part en part. Cela ne devait arriver que plus tard, lorsqu'elle serait prête. Au calendrier ce matin, il restait au moins 3 semaines, 3 longues semaines à clore ses dossiers, à préparer le nid, à apprivoiser l'avenir avec ses pyjamas minuscules, ses peluches duveteuses et ses couleurs pastel. Et maintenant, impossible de retourner chez elle. Sa voiture doit déjà être ensevelie sous la neige. Dire qu'on a attrapé le plus formidable ostéichtien qu'elle ait vu en carrière au moment précis où il lui faudra quitter l'université. L'occasion est unique, d'autant plus que le spécimen est atteint de parasitisme. Si elle n'est pas en mesure de poursuivre les travaux,
Un collègue devra prendre le relais, avoir accès à la matière première de l'étude, pousser la découverte. Que faire de la prise extraordinaire sur sa table, se demande-t-elle. Elle branche le réfrigérateur sur la prise d'urgence, mais le courant ne passe pas. Si la panne dure trop longtemps, elle ne sera donc pas d'une grande utilité, d'autant plus que si elle ouvre la porte, le froid s'en échappera. Après réflexion, elle remplit une glacière de neige et y dépose le corps. Si elle sort le spécimen par la fenêtre, elle pourra le récupérer sur le banc de neige après la tempête. Cependant, dès qu'elle pousse le battant, le vent, la neige s'engouffre à l'intérieur. À genoux sur le comptoir, Laura chancelle, mais tient bon. La glacière est trop imposante pour l'ouverture créée. Après plusieurs tentatives, il devient évident qu'aucun angle ne permet de la glisser à l'extérieur. Laura décide d'abandonner son opération, mais la fenêtre reste bloquée, entr'ouverte. Tremblante, la jeune femme a beau tirer le battant aussi fort qu'elle peut, son utérus continue de se contracter encore, décuplant l'effort à fournir. Rien ne change. Le froid et la neige l'assaillent comme s'il lui en voulait personnellement. Une dune blanche commence à se former sur le comptoir. Légère, scintillante, incapable de ramener le ventail dans sa position initiale, Laura est forcée de coincer son manteau et quelques sarraux dans l'ouverture pour empêcher le froid de pénétrer. Elle saisit son téléphone, compose le 911, tandis que la glacière et son précieux contenu restent sur le comptoir. Au bout du fil, on lui annonce qu'on fera tout ce qu'on peut pour lui envoyer une ambulance, mais que les routes sont fermées et les services d'urgence ralentis par les conditions climatiques. Il ne reste plus qu'à attendre. Étendue dans le lit de camp qu'elle réserve au soir de longs travaux, sortie tant bien que mal de l'armoire, Laura souffre. Son ventre, gonflé comme une mer après l'orage, s'enfonce dans les ressorts de la couchette étroite. Ne pas céder à l'angoisse, se dit-elle. Ne pas marcher, ne rien faire qui puisse déclencher le travail. Respirer doucement, sans bouger, comme une étoile des profondeurs. Leptasterias polaris, repoussant les pensées qui lui viennent à propos de l'être tapi au plus creux d'elle-même, cet être dont elle ne connaît rien. Elle compte avec détermination le temps écoulé entre chaque contraction. Étrangement, elle a toujours pressenti qu'elle serait seule au moment de donner naissance. Des milliards d'animaux mettent bas chaque jour, tentent-elles de se rassurer, isolés dans des terriers boueux, dans des forêts pluvieuses, dans des cavernes même, grouillantes d'insectes. Bien sûr, cette idée n'a aucun effet calmant. Elle a honte de se l'avouer, mais elle a peur. Elle a toujours eu peur de l'accouchement. L'ensemble du processus lui semble cruel et impitoyable. Plutôt que de porter un enfant dans son utérus, elle aurait préféré semer calmement ses œufs, en prendre soin, les protéger avec bienveillance, de loin. Parfois, elle rêve de son enfant en forme de poisson des abysses, une bête qui attend son heure, recroquevillée en demi-lune. Alors, lorsqu'elle se réveille en sueur, elle regarde son ventre non comme une partie de son corps, mais comme la coquille molle et pâle d'une espèce étrangère. Avec un peu de chance, ce sera une fausse alerte. En se levant pour aller aux toilettes, elle constate que le vent a poussé de l'entrebâillement de la fenêtre les tissus qu'elle y avait mis. La neige rampe encore sur le comptoir, sur le plancher, dans les éviers. Dehors, la ville, éteinte elle aussi, est couchée comme une morte sous les rafales blanches de la tempête. Laura sent sa tête tourner. Une intense contraction l'immobilise, puis d'une lenteur de spectre, elle réussit à se mettre en marche. Devant la porte de la salle de bain, elle trouve un chariot, débordant de bouteilles, de torchons, de sacs. L'espoir qu'un autre employé se trouve encore à l'université, malgré le temps qu'il fait, lui insuffle un nouvel élan. D'un coup d'œil, elle aperçoit dans les miroirs impeccables le reflet d'une femme qui se lave les mains, une femme toute petite, osseuse, chair distendue par l'âge. Rien à voir avec les étudiantes athlétiques nourries aux légumes bio qui peuplent généralement les lieux. Laura la salue en essayant d'obtenir un contact visuel. Comme la concierge ne réagit pas, elle s'avance pour lui toucher l'épaule. Pensant que son ouïe est peut-être diminuée dans le miroir, elle aperçoit son propre visage, dévasté par la fatigue. C'est à ce moment exact qu'elle perd ses os. Sans gêne ni empathie, la concierge fixe ses pantalons mouillés, les yeux étincelants d'un éclat dur. « J'ai besoin d'aide », dit Laura. Elle a l'impression qu'elle va s'effondrer sur le plancher. Les fourmillements d'angoisse qui gagnent ses bras, ses jambes sont plus forts que la répulsion qu'elle éprouve pour cette femme hostile, au regard glaçant. Les lèvres sèches de la vieille se tordent en un sourire mauvais qui accentue la longueur de son nez. « Que voulez-vous que je fasse » demande-t-elle, l'air tout à coup très amusé. Dans le laboratoire,
Le froid se faufile par la fenêtre entr'ouverte, ondulant comme une anguille entre les vêtements entassés. Dès qu'elle le ressent, la concierge maugrait. À l'extérieur, la tempête décuple. Elle est de ces souffles qui n'obéissent qu'à leurs propres lois et ne peuvent être contenus. On n'aperçoit plus ni la lune ni la ville, seulement un grand pan de ciel noir où tournoient des millions de flocons minuscules confondus les uns avec les autres. Laura a juste le temps de constater que son spécimen est bien au froid. Elle a de la difficulté à le reconnaître, tellement il s'apparente maintenant à un vulgaire chevalier blanc. Moxostoma anisorum, avant de sentir de tout son être l'urgence d'accoucher dans l'eau, de percevoir la fluidité aqueuse autour de son ventre. Sans y penser, elle se dirige vers l'aquarium où des poissons nagent encore, tranquilles. Peu lui importe les bactéries. Elle s'appuie sur l'épaule de la concierge pour garder son équilibre. Pose un pied, puis l'autre, dans le bassin. La température de l'eau la fait frissonner. Assise sur un lit de cailloux et d'algues, caressée par des flancs visqueux, elle a l'impression de n'avoir jamais quitté le village sur le lac, où les femmes accouchent sans autre recours que leur poigne et leur ténacité d'insulaire. C'est là que cet enfant a germé, un soir de chaleur terrifiante. Demain, au mieux, elle pourra tenter de rescaper ses recherches en cachant un spécimen déglingué dans son réfrigérateur. Un instant, elle se demande si elle a la force requise pour affronter la poussée d'un être au creux de son corps, l'émergence de l'inconnu, d'une puissance hors de son contrôle. La concierge s'allume une cigarette. Au milieu de la pièce enneigée, sa silhouette paraît encore plus petite, celle d'une fée domestique qui laisse les catastrophes passer sans broncher, toujours la même nuit qui recommence, peu importe, les accouchements impromptus, les tempêtes du siècle et autres incidents. Dès qu'elle écrase son mégot, elle commence d'ailleurs à dégager les comptoirs, balayer la neige. Un vrai tic professionnel, elle range, plie, roule avec une efficacité étonnante. Les contractions font de plus en plus mal. Laura s'abandonne à la douleur avec une facilité qui la surprend elle-même. Au bout de ce qui paraît un long moment, elle rouvre les yeux pour découvrir le laboratoire nettoyé, pratiquement plus de neige sur le sol ou dans les éviers, la fenêtre bloquée, rembourrée de tissu, et plus une trace du spécimen. Appuyée contre un comptoir, la vieille a trouvé les collations que Laura garde dans son tiroir en cas de fringale et croque des noix. « Qu'avez-vous fait du poisson qui était là ?» La concierge hausse les épaules. « Il faut le retrouver !» s'écrie Laura en se levant, mais une douleur perçante arrête son geste. Elle ne peut faire autrement que se glisser de nouveau dans l'eau, se livrer aux convulsions de son corps. Pendant qu'elle contracte tous ses muscles, serre ses poings et crie, la concierge ramasse ses torchons et disparaît. Laura sent sa tête exploser. Elle pousse. Dehors, la tempête se déchaîne comme un animal blanc et vorace, sans égard pour tout ce qui se passe loin des hauteurs. Elle pousse. Bientôt, l'inconnu surgira d'entre ses jambes. Le sang s'épanouira comme une fleur dans l'eau, brouillant la vue qu'elle aura sur l'enfant, celui auquel elle aura prêté son corps. D'abord, elle ne remarquera que l'inquiétante agilité du petit entre les parois de l'aquarium. Sa facilité à évoluer dans l'eau brouillée comme celle d'une mer intérieure. Puis s'efforçant d'ignorer ses inquiétudes, elle plongera ses mains dans l'eau à la recherche d'une chair de son espèce. Elle tendra les paumes vers son fils. Voilà, c'est une parmi une bonne douzaine. J'allais dire des transactions entre l'humain et le non-humain, sans jamais perdre l'exigence de la langue, sans jamais perdre la tension et le risque du fantastique. Et c'est ça, on le connaît tous dans la moindre fac. Entre la neige et tout ça, il n'y a rien d'exagéré. Christiane Vadnet, j'espère que j'ai pas trompé, le livre s'appelle Faune au pluriel, c'est paru chez Alto il y a quelques semaines. Mais waouh, qu'est-ce que ça fait du bien, les livres qui dérangent, les livres qui vous foutent mal à l'aise. Bon courage pour la suite.
Christian Wagner.